Vérité au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. 3 projets de loi ont fait objet d'études, entre autres la modification du code électoral. Les travaux ont été dirigés par la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan. Le lieutenant-colonel Pini Salifou est désormais le nouveau patron du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Lomé. La passation de commandement a eu lieu ce jour en présence du général de brigade Martin Dadja Maganawe. Et puis, la journée d'études littéraires s'est tenue ce jour au siège de la francophonie à Lomé, un rendez-vous du donner et du recevoir sur la littérature togolaise. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. La 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année a mis l'accent sur 3 projets de loi. Il s'agit entre autres de la modification du code électoral, la décentralisation et les libertés locales. Les travaux se sont déroulés sous la direction de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan. Edem Soupon nous en dit plus. Sur la table des députés, 3 projets de loi soumis à leur étude pour modification. Le premier portant code électoral, le second est relatif à la décentralisation et aux libertés locales, et le troisième, enfin, fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Des amendements intégrés par le gouvernement à l'issue des recommandations de la CNAP, concertation nationale entre acteurs politiques. Des échanges qui avaient duré 6 mois avec 11 séances plénières. Les propositions d'amélioration aux différents tests ont permis de modifier 47 articles et de créer 4 nouveaux dans le code électoral. Pour ce qui concerne le projet de loi relatif à la décentralisation et aux libertés locales, 3 propositions ont été adoptées par la CNAP. Des propositions qui visent la modification du nombre de conseillers par région. Le nombre de conseillers régionaux par préfecture tiendra compte du nombre de communes de cette préfecture et aussi de sa population. Ce nombre sera fixé par décret conformément au code électoral. Il faut aussi noter la modification de la composition du nombre de vice-présidents dans l'exécutif de la région. Cette proposition vise à faire en sorte que l'opposition dans un conseil régional ait une chance de participer à l'exécutif. La dernière modification, qui est une demande de la CNAP, vise la création d'une agence dédiée à la formation des collectivités territoriales. Le vote de ces 3 projets de loi va contribuer à l'amélioration de la transparence des processus électoraux dans notre pays. Les modifications apportées au code électoral comportent plusieurs innovations, notamment en ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante et ses démembrements, l'authentification des bulletins uniques de vote, la consécration de la biométrie comme seule technique d'enregistrement des électeurs, la compilation des résultats dans les CELI et CAI, la centralisation des résultats par la CENI, le contentieux électoral dans tous les scrutins, les conditions de paiement de la caution, les délais dans lesquels les candidatures doivent être déposées dans le cadre de toutes les élections. Ce nouveau code électoral que vous venez de voter sera rigoureusement mis en application dans les prochains jours, en commençant par la mise en place d'une nouvelle CENI conforme aux nouvelles dispositions. Cette nouvelle CENI aura pour première mission l'organisation des élections régionales qui paracheveront ainsi l'installation des collectivités territoriales prévues dans notre loi fondamentale. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan, a félicité le gouvernement pour sa vision
afin de contribuer à l'amélioration du climat de paix au Togo. Ce nouveau code électoral va solder les crises de confiance entre acteurs politiques, surtout en matière de composition de la Commission électorale nationale indépendante. On notera aussi l'approfondissement de la démocratie au niveau local et le renforcement des liens de proximité entre citoyens et élus locaux, à en croire la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digbori Tchegan. Aucune société politique ne peut se détacher des exigences de son époque et l'environnement dans lequel le Togo évolue est en profonde transformation. Il nous faut alors faire le choix courageux de réformer pour consolider nos acquis démocratiques. C'est pourquoi les réformes majeures engagées par le gouvernement sous le leadership du président de la République, Son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, sont débattues et adoptées par le Parlement, non pas par bricolage constitutionnel, mais avec légitimité et responsabilité. D'un côté, parce que le gouvernement a entendu le besoin d'évolution de notre nation et par conséquent, il a exclu tout immobilisme de la pensée, source de plus de mots que de solutions. Souvenons-nous d'ailleurs qu'au début de cette législature, nous avons mené à terme plusieurs chantiers de ce genre. De l'autre, parce que les 3 projets de loi répondent concrètement aux besoins exprimés par les acteurs politiques dans le cadre de la concertation nationale tenue cette année. Par-delà les convictions, les itinéraires, les oppositions, mais guidés par l'intérêt supérieur de la nation, nous avançons, nous proposons, nous réformons. À travers ces 3 projets de loi, nous avons contribué au renforcement durable du Togo démocratique et de la République décentralisée. C'est enfin une bonne manière de sécuriser les personnes et les biens sur le territoire, disposition prise en compte par le 3e projet de loi relatif aux conditions de manifestation pacifique publique de 8h à 17h, soit 9 heures durant lesquelles une manifestation peut se dérouler. Satisfaction totale au niveau des différents groupes parlementaires. Les innovations contenues dans ces 3 projets de loi ont été appréciées par tous. On les écoute. Nous avons constaté et relevé avec satisfaction les innovations que ces différents textes apportent au droit en vigueur. Ces transformations profondes envisagées par le président de la République, Son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, dans les 3 projets de loi, consacrent principalement le parachèvement du processus de décentralisation, le réajustement des conditions de manifestation pacifique et surtout la reviviscence de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette initiative gouvernementale que nous avons comme opposition favorablement accueillie marque la volonté du gouvernement et de la classe politique à faire plus et mieux pour stabiliser durablement l'environnement politique et aller au-delà des clivages politiques pour mieux nous concentrer sur les questions du développement. Toutes ces modifications ainsi introduites consacrent la volonté de notre pays à réformer et à trouver des palliatifs aux insuffisances de nos tests. Elles viennent aussi revoir un cadre juridique imparfait qui paraît aujourd'hui plus adapté aux défis contemporains. Du côté des forces armées togolaises, désormais, c'est le lieutenant-colonel Pini Salifou qui prend les rênes du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Lomé. La passation de commandement a été présidée par le chef d'état-major général des FATS, le général de brigade Martin Dadja Maganawe. Compte rendu, Yata Aratem. Prise de commandement du lieutenant-colonel Pini Salifou, nouveau commandant du centre d'entraînement
aux opérations du maintien de la paix CEMP, une première depuis sa création en 2009. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour chef le lieutenant-colonel Salifou Pini, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. Fermez le banc. Lieutenant-colonel Salifou Pini, commandant le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, prenez votre commandement. Alors, présentez armes. Le lieutenant-colonel Pini Salifou remplace à ce poste le colonel Yaou Nyankwafré. Celui-ci a passé 3 ans et 9 mois à la tête de ce centre qui forme les soldats togolais aux missions de paix de l'ONU et de l'Union africaine. Pour la circonstance, le colonel Nyankwafré a rendu un hommage mérité au chef de l'État, chef des armées, Fort Esosmna Zimbe, pour son engagement dans le maintien de la paix et ses multiples actions en faveur de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le lieutenant-colonel Pini Salifou, nouveau commandant du CEMP, a quant à lui promis de poursuivre la mission assignée au centre, celle de fournir des casques bleus, moulés et sculptés conformément aux standards des Nations Unies. Président de la cérémonie, le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de brigade, Martin Dadja-Maganawe, a mis en relief toute l'énergie déployée par le chef de l'État, chef des armées, en faveur des forces de défense et de sécurité. L'efficacité dans la détermination et l'engagement, le professionnalisme dans l'accomplissement des tâches sont autant de valeurs reconnues à nos troupes qui sont déployées, que ce soit sur le continent ou ailleurs. Et ceci grâce aux efforts du chef de l'État, chef des armées. À vous, colonel Salifou Pini, commandant du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, je vous félicite chaleureusement pour votre nomination à la tête de ce centre, pour succéder au plus ancien des militaires des FAT à ce jour. Votre ancêtre vous lègue un centre entièrement rénové avec de nouveaux équipements, une nouvelle infrastructure. Il faut mettre à profit ce cadre et votre expérience pour apporter un plus à l'adaptation de la formation aux menaces actuelles. Je sais que derrière l'homme calme et discret que vous êtes, se dissimule une volonté, une détermination pour accomplir cette mission qui vous est assignée. Je suis persuadé que vous donnerez le meilleur de vous-même pour que le personnel à déployer soit bien formé. Bien former et s'instruire pour préserver la paix. Une dynamique dans laquelle se trouve le CEMP et que compte maintenir le nouveau commandant. Un engagement pour faire de ce centre un centre sous-régional d'excellence. À la
primature cette semaine, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a reçu plusieurs personnalités. D'abord, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme qui a manifesté sa reconnaissance au Premier ministre pour le soutien dont elle a bénéficié durant les obsèques de feu Nakpa Polo. Ensuite, l'ambassadeur du Brésil, enfant de mission au Togo, Antonio Carlos de Sal Menezes, et enfin une délégation venue lui proposer ses offres de formation à l'endroit des acteurs publics comme privés. Le point avec Yasmine Kodia. Madame le Premier ministre a conféré avec la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, conduite par son président par intérim. La délégation est venue remercier les autorités togolaises pour les efforts consentis lors des obsèques de la présidente de la CNDH, Feu Eugénie Nakpa Polo. Nous avions vu tout ce que le gouvernement a pu faire pour les obsèques de notre présidente, l'hommage officiel qui lui a été rendu, hommage présidé personnellement par le chef de l'État. Donc nous sommes venus remercier Madame le Premier ministre et son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qui a été fait. Nous avons profité également pour discuter avec Madame le Premier ministre de certaines préoccupations liées au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Le Premier ministre a promis de mettre les moyens nécessaires à leur disposition pour mieux assurer leur mission. Victoire Toméga Dogbe a ensuite reçu l'ambassadeur du Brésil au Togo, Antonio Carlos de Sal Menezes, enfant de mission. Le diplomate est allé faire ses adieux à Madame le Premier ministre. Le renforcement de la coopération entre le Togo et son pays a fait l'objet de leur rencontre. J'ai été très bien accueilli par le pays, que j'emmène avec moi, les souvenirs du Togo. Pendant ces 6 ans, j'ai fait de mon mieux pour renforcer nos relations, surtout dans la coopération. J'ai vu le Togo améliorer beaucoup son infrastructure. Votre pays est vraiment en croissance économique, ça c'est très important. Le diplomate Carlos Menezes, après 6 ans au Togo, part en Guinée pour sa nouvelle mission. La chef du gouvernement a aussi échangé avec la délégation de développement de l'Institut des sciences politiques de Paris. La délégation a proposé au chef du gouvernement ses offres de programmes relatifs à la formation et au renforcement des capacités des cadres de la fonction publique et du privé. Nous travaillons avec des gouvernements en Afrique et donc nous les accompagnons et nous concevons avec eux, et ça j'insiste vraiment, c'est vraiment de la co-construction. Nos programmes de formation en fait portent sur la mise en œuvre de réformes notamment, et après des politiques publiques sectorielles qui tournent autour du domaine de la santé, du secteur de l'énergie, la digitalisation du secteur public. L'Institut des sciences politiques accompagne déjà nombre de gouvernements en Afrique dans ces domaines diversifiés de formation. La rentrée scolaire solidaire est officiellement lancée dans la préfecture de Vaud. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale pour donner une égalité de chance à tous les enfants du pays. Il s'agit d'offrir aux orphelins et enfants démunis des kits scolaires. Eliagba Nyadao. Le chef de l'État pour ta scolarisation cette année. Beaucoup de courage, beaucoup de travail et surtout réussite à la fin de l'année. Une exhortation qui acte la solidarité envers les élèves orphelins et démunis. L'un après l'autre, ces élèves de la préfecture de Vaud reçoivent chacun un sac rempli de cahiers et autres accessoires pour leur rentrée scolaire. Je remercie Madame la ministre pour le cadeau que je promets de bien travailler et réussir à la fin de l'année. Cette marque de solidarité envers les élèves démunis et orphelins est devenue quasiment une tradition pour le ministère de l'Action sociale. L'objectif de cette opération est de contribuer aux côtés du programme mis en place par le gouvernement à lutter contre l'abandon scolaire et d'offrir un transfert de kits scolaires aux élèves issus de familles démunies, aux élèves en situation de handicap pour leur permettre d'entamer l'année scolaire avec joie. Le sort de ces enfants orphelins et démunis reste toujours une préoccupation pour le gouvernement.
Malgré les bouleversements que la crise sanitaire de l'heure nous impose, nous devons maintenir et surtout poursuivre les efforts de développement de notre pays qui reposent sur son capital humain, je veux dire sur ses filles et ses garçons. Je souhaite à tous les élèves ainsi qu'aux autres acteurs de l'éducation une bonne et fructueuse année scolaire 2021-2022. Ils sont environ 5000 élèves orphelins et enfants démunis identifiés à travers tout le territoire. Tous bénéficieront de ces kits de solidarité. Les personnes âgées étaient à l'honneur ce 1er octobre. L'accent est mis cette année sur l'égalité numérique pour tous les âges. Comment vivent ces personnes âgées, leur quotidien, la vie au grand âge? C'est un dossier réalisé par Immaculée Abalo-Bawé avec à la voix Sandra Aziabé. Cheveux et barbe grisonnants aux têtes blanches, un peu aujourd'hui à la mode. Sont-ils des indices pour faire d'une personne un homme ou une femme du troisième âge? Généralement, dans nos milieux, si quelqu'un a les cheveux blancs, on dirait qu'il est personne âgée. Non, ici, c'est l'âge défini par les Nations Unies. C'est par rapport à l'âge qu'on définit les personnes âgées. 60 ans donc révolus. Au Togo, ils sont regroupés au sein du Conseil national des personnes âgées, une structure d'accompagnement mise en place par l'État togolais pour un meilleur épanouissement du troisième âge. Des 39 préfectures, 35 disposent déjà de ce Conseil des personnes âgées. De petits projets, à notre niveau, il y a des groupes organisés. Il y en a qui sont organisés pour s'occuper de la santé des personnes âgées. Il y en a qui se sont retrouvés pour travailler un peu l'agriculture et ainsi de suite. On est porte-parole des personnes âgées vers l'État. Retraités pour la plupart, le troisième âge, c'est la vie autrement passée, souvent en solitaire. Néanmoins, cette classe des seniors reste encore très souvent les voix les plus écoutées dans nos sociétés africaines. La vie au troisième âge, c'est une vie un peu différente de la vie aux jeunes qui sont en activité. Vous trouvez ce papa-là qui est, n'est-ce pas, du matin au soir, cloué sur, n'est-ce pas, sa chaise, tout seul. Il fouille, il va à la télé, il tourne à gauche, il tourne à droite, il se retrouve sur place. C'est une vie un peu difficile. Un peu comme dans un renvoi d'ascenseur, les personnes âgées ont besoin de l'affection de la jeunesse. Une jeunesse quête de repères qui peut toujours se ressourcer dans le grand foyer des personnes âgées. Et à propos justement de la Journée internationale des personnes âgées, nous sommes sur ce plateau avec M. Kojo Siva Agbono. Il est le directeur général de l'Action sociale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Nadège. Ce reportage évoque le Conseil national des personnes âgées mis en place par le gouvernement. Quelles sont les missions dévolues à ce conseil? Permettez-moi dans un premier temps de remercier la télévision nationale pour l'honneur que vous nous faites dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. Il faut dire que nous sommes à la 31e édition et le thème de cette année, je vais le rappeler encore, c'est l'égalité numérique pour tous les âges. Et la JIPA est célébrée chaque 1er octobre. Donc, à l'initiative du gouvernement, le Conseil national des personnes âgées a été créé le 13 août 2004. Il regroupe toutes les associations de protection et de promotion des personnes âgées et est administré par un bureau national, les maladies, qui sont représentés dans 35 préfectures du Togo. Le CNCPA vient cette année de renouveler 16 instances dirigeantes. Il faut dire que le CNCPA a pour but de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, d'assurer leur bien-être et de promouvoir la transmission de leur expertise. Son objectif, c'est de regrouper toutes les organisations œuvrant en faveur des personnes âgées et de favoriser l'intégration des personnes âgées dans la société et le partage de leurs connaissances et savoir-faire avec les jeunes générations. En clair,
le Conseil national consultatif, le Conseil national des personnes âgées, est un mécanisme d'inclusion à partir duquel le gouvernement déroule sa politique de protection et de promotion des personnes âgées sur tout le territoire national. Et le thème de cette année parle d'égalité numérique pour tous les âges. Qu'est-ce qui est fait pour rendre cette approche réelle pour nos personnes âgées, souvent seules, un peu comme abandonnées à leur téléphone pour de simples opérations, timonie ou flouze? Le thème vraiment égalité numérique pour tous les âges souligne la nécessité pour toutes les personnes âgées d'accéder et de participer de manière significative au monde numérique. Cela voudrait dire quoi? L'accès au numérique de nos jours permet aux personnes âgées de mieux communiquer, de renforcer leurs connaissances dans divers domaines, de résoudre leurs problèmes de santé, de valoriser leur expertise, de renforcer également leur autonomie. Alors, c'est dans cette optique que cette année, le secrétaire général des Nations Unies, dans son adresse à la communauté internationale, il a affirmé que en accédant aux nouvelles technologies et en apprenant à les utiliser, les seniors, c'est-à-dire les personnes âgées, seront mieux à même de contribuer à la réalisation des objectifs de développement. On ne doit pas oublier qu'on ne peut, dans cette nouvelle dynamique, mettre quelqu'un ou personne de côté. C'est pourquoi les personnes âgées également sont à l'honneur dans le cadre du développement dans notre pays. Alors, pour ce qui nous concerne spécifiquement au Togo, il faut dire que nous avons fait des avancées en la matière. Les personnes âgées ne sont pas du tout abandonnées, madame. Il y a un ministère dédié aux personnes âgées, le ministère chargé de l'action sociale, avec une direction technique, la direction des personnes âgées, créée en 2005, et un autre ministère qui est très actif dans le domaine de l'économie numérique et de la transformation digitale. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment un service qui est offert dans le cadre de la transformation du digital, dans le cadre de la transformation numérique et de l'économie numérique aux personnes âgées dans notre pays. Et comment comptez-vous faire participer de manière significative les personnes âgées au monde numérique dans notre pays? Alors, comme je le disais tantôt, il y a des programmes, des politiques qui sont déroulées par le gouvernement à l'endroit de cette cible-là. Parmi ces programmes, je vais citer les programmes d'alphabétisation à travers lesquels nous allons passer pour pouvoir renforcer en termes d'alphabétisation et d'éducation non formelle les capacités des personnes âgées à l'utilisation du digital dans le cadre du numérique. Nous allons également renforcer les capacités des organisations des personnes âgées et des populations elles-mêmes à travers des sensibilisations pour mettre l'importance sur l'inclusion numérique des personnes âgées, c'est-à-dire on doit les faire approprier cette thématique-là. Des documents ont été déjà produits par le ministère, ils seront utilisés pour amener les personnes âgées à se débarrasser des préjugés et des discriminations. Tantôt, c'est ce que vous venez de dire, l'utilisation du WhatsApp, l'utilisation des réseaux sociaux, et même aujourd'hui, avec l'avènement du Covid, on a fait beaucoup de choses à partir du numérique. Les transferts qui ont été faits dans notre pays, c'est à partir du téléphone mobile. Donc, nous y travaillons, nous allons y travailler davantage pour que la numérisation soit prise en compte au niveau de toutes les couches sociales de notre pays, notamment au niveau des personnes âgées. Et on va prendre en compte toutes les normes socio-culturelles et le droit à l'autonomie de cette frange de la population. Merci, M. Kojo Siva Agono, pour cet éclairage et merci d'être passé sur ce plateau. C'est plutôt nous qui remercions la TVT pour cet honneur. Nous souhaitons encore une fois bonne fête à l'ensemble des personnes âgées du Togo et que Dieu bénisse notre très cher pays. Merci, madame. Merci. À l'international, les États-Unis ont dépassé le seuil des 700 000 morts du Covid-19, soit l'équivalent de la ville de Washington, avec 56% de la population totalement vaccinée. On dénombre 115 000 personnes encore hospitalisées. Le pays enregistre de loin le plus lourd bilan humain lié au coronavirus. Et au même moment, l'État de Californie décrète que la vaccination serait bientôt obligatoire pour tous les élèves.
C'est une première aux États-Unis. Un État, la Californie, va imposer la vaccination anti-Covid à tous ses élèves dès l'aval des autorités fédérales obtenues pour les 12-15 ans. Nous avons l'intention de le faire une fois que les autorités fédérales auront totalement validé le vaccin. Cela nous donnera du temps pour travailler de concert avec les districts, les parents et les enseignants. Le but, c'est d'augmenter la confiance et aussi d'élaborer une logistique adaptée. Dans cette école d'Oakland, l'annonce est globalement bien reçue par les parents d'élèves. Oui, c'est bon, il est temps maintenant de vacciner tout le monde. Il y a eu bien assez de tests. Mais une minorité d'opposants voit dans l'obligation une atteinte aux libertés individuelles. Pour moi, ça relève de la décision de chaque parent, point. Le gouvernement ne devrait pas se mêler de ce genre de choses. J'aime pas ça. Je suis un vétéran, j'ai servi ce pays, je me suis battu pour ce genre de droit. L'obligation n'est pas pour tout de suite. Une fois le feu vert de l'Agence fédérale du médicament américaine, elle sera imposée en janvier ou en juillet prochain. Sur motif médical ou religieux, des exceptions seront accordées. Quant aux enfants non vaccinés, ils pourront suivre les cours via Internet. À terme, ce sont près de 6 millions d'élèves qui sont concernés par l'obligation. Et le Togo n'est pas sorti de l'auberge non plus. À ce jour, samedi 2 octobre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 535, 48 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 23 366, 141 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1936 et le nombre de décès est de 233, 3 nouveaux décès depuis hier chez des personnes non vaccinées porteuses de comorbidités. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. La journée d'études littéraires, une tradition pour l'université de Lomé à travers le centre de recherche Codirel. Ce matin, les acteurs du secteur de la littérature étaient au siège de la francophonie. La journée se veut une occasion de partage d'expériences sur la littérature togolaise. Le rôle des écrivains et la place de la littérature dans l'éducation, ce sont là quelques-unes des questions posées à ce rendez-vous. Christine Petekialoudet. Un destin tragique de Robert Doucet, erreur fatale de Steve Bojona ou encore Le regard de la source de Koumé Alouanate. Ce sont là quelques titres de la foisonnante production littéraire togolaise. Seulement, les auteurs togolais prennent-ils en compte les valeurs morales et philosophiques dans leurs écrits? Vous ne pouvez pas lire les textes de Kossi et Fui, présent fabrique de cérémonie, mais sans justement vous sentir interpellé. La littérature togolaise peut impacter véritablement la formation des apprenants. Comment l'exploiter davantage au service de l'éducation? Et la littérature togolaise aborde presque tous les sujets, de la jalousie, de la résilience, de l'adultère, de l'inceste, de l'amour. Le regard de la source est choisi pour la classe de 6e et répond au thème environnement social et familial. Quel impact sur l'éducation de l'enfant? C'est un effet énorme. Chaque institution, chaque société a une visée, a un modèle de citoyen que la société veut former et ça passe par la transmission des valeurs philosophiques, morales, etc. De Félix Kouchoro à Edem Kodjo, statut et place de l'écrivain dans l'éducation au Togo. Ce thème dévoile le rôle social de la littérature togolaise. Nous avons créé cette rencontre depuis 2014. L'objectif, c'est de faire les diagnostics, comprendre ce qui ne va pas. Nous nous félicitons pour cette journée d'études, particulièrement de l'entrée au programme du secondaire 1, de plusieurs textes d'auteurs togolais. Chant, danse, contes, musique, ce sont là d'autres modes d'expression à exploiter par la littérature togolaise. D'après les réflexions, ils peuvent constituer d'autres opportunités pour revivifier encore un peu plus la littérature togolaise. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Niasimbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochaine.